négocie avec eux, on s'entend, on s'apprête à signer. Et on voit une bagarre dans le village. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passait? Il y a le sorcier du village qui a fait bloquer le projet, parce que dans les 3000 hectares, il y avait la forêt sacrée où on réalise les sacrifices. Et donc, on avait omis cette partie prenante importante qui est le sorcier du village dans toutes les parties prenantes dans le projet. On avait réuni les députés, les personnalités du village, le maire, machin, mais on a oublié le chef, le sorcier. Et bien ce sorcier-là, il a fait échouer le projet. Tout simplement pour vous dire que dans notre métier, dans la grande industrie, si vous ratez les parties prenantes, vous pouvez rater votre business. Voilà, merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne vais pas insister, je sais que le temps qui m'est imparti n'est pas long. Donc tous les aspects de gouvernance, je vais laisser tomber. Je vais arriver directement sur la stratégie, à savoir une stratégie RSE, comment est-ce qu'on peut la mettre en place et comment est-ce que par où on est passé. Il faut se poser les questions suivantes, à savoir cette stratégie, est-ce qu'elle bénéficie d'une volonté du dirigeant? Est-ce que les dirigeants ont été formés? Parce que se pose aussi le problème de certains dirigeants ou certains propriétaires d'entreprises qui n'ont aucune notion de RSE et souvent ils empêchent les directeurs généraux de travailler. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, ce n'est que le profit. Ils ne s'intéressent pas à la durabilité ou à la pérennité de l'entreprise. Et donc, il faut susciter l'adhésion à travers un engagement fort. Les étapes de la construction d'une stratégie RSE, je vous la présente ici. Et là, la gouvernance joue un rôle important dans la réalisation de la démarche RSE. Lorsqu'on a construit la démarche RSE en 2007-2008 dans le groupe CIFCA, démarche originale, puisque c'était une démarche groupe qui se décline dans 10 filiales, dans 4 pays différents, anglais, français, et avec des mentalités différentes. Vous avez les 9 étapes, et dans la première étape de plan, vous voyez très bien que dans l'établissement de la politique RSE, vous passez par les étapes de la vision du plus grand dirigeant, et donc des comités. Vous avez aussi la détermination des enjeux. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous savez tous aujourd'hui qu'il faut déterminer les enjeux du développement durable, enjeux dans le cœur métier, enjeux dans le pays, enjeux sous-régional et enjeux mondial, pour déterminer les enjeux de votre démarche de développement durable. Après, il y a les parties intéressées où vous devez rallier les deux et hiérarchiser les attentes des parties prenantes par rapport aux enjeux que vous devez défier. Ensuite, vous avez le plan d'action classique, comme un PDCA. Mais surtout, vous avez la vérification interne et externe, où le rôle de la gouvernance, je trouve, est très important. On s'est retrouvé à devoir valider les premiers rapports de développement durable en 2008. On ne parlait pas de RSE, la RSE est arrivée en 2010. Avant, on parlait que de développement durable. Par des tierces parties, on ne savait pas comment faire. Quelles tierces parties prendre? Des ONG ou des Big Four? C'était des questions très intéressantes. Et ensuite, la communication responsable avec le reporting et après avoir adopté les KPIs et les indicateurs. En matière d'indicateurs, ce matin j'entendais parler des indicateurs qui existent, ESG, classiques, connus, mondialement reconnus. Mais sachez que lorsque vous faites la RSE en Afrique, vous êtes obligé de créer des indicateurs propres à vos réalités. Moi, dans mes indicateurs que j'avais à l'époque, j'avais des indicateurs qui n'existaient pas dans les livres. Le taux de séroprévalence du sida, ça n'existe pas. Parce que le sida faisait des ravages dans la région. Et donc je devais mettre en place une politique pour éradiquer le sida. Et donc déterminer la séroprévalence. Il y avait aussi le programme transmission mère-enfant. Pour ne pas que les mères allaitent les enfants et transmettent le sida. Ça, c'est des réalités africaines qui n'existaient pas dans les bouquins. Il a fallu mettre des indicateurs, créer des indicateurs. Et les insérer dans notre stratégie RSE pour qu'elle soit une vraie stratégie RSE qui prend en compte les réalités. Je poursuis. Bon, je ne vais pas revenir sur les questions centrales. Alors, au niveau du pilotage de la démarche, bien entendu, il faut un engagement fort des ressources internes. J'ai souvent fait des missions de mise en place de démarches RSE ou développement durable dans les entreprises. Et dès lors que j'ai vu que le dirigeant le faisait en greenwashing ou n'était pas intéressé, je ne prenais pas la mission. Ce n'est pas la paix. Si le chef n'est pas impliqué, convaincu,
et les actionnaires, laissez tomber. Vous allez vous casser la tête. Ça, je l'ai vécu sur le terrain. Et donc, on constate que le développement durable sonne ainsi le glas d'une culture pyramidale, parce qu'on a toujours fonctionné en culture pyramidale, et aujourd'hui on travaille en transverse. Transverse, avec un pilotage stratégique qui doit donc traduire cet exercice qui devient démocratique. Donc on passe de la dictature pyramidale à la démocratie transversale. Et ça, c'est pas évident. Parce que sur le terrain, quand vous venez voir le DRH, vous dites bonjour, je voudrais savoir combien de personnes ont démissionné, le taux de démission, je voudrais connaître certaines informations. Et il dit, mais qu'est-ce que tu as à faire là? Tu veux prendre ma place? Quand vous voyez le directeur technique pour lui demander les efficacités énergétiques pour les investissements qui sont moins impactants sur l'environnement, tu veux prendre ma place? Donc il y a cette acceptabilité qui n'est pas évidente lorsque nous avons mis en place cette démarche. Au niveau des comités de pilotage, donc vous avez bien entendu le comité stratégique, je ne vais pas revenir dessus, c'est celui qui, si vous voulez, oriente le carrosse, détermine les directions en matière de développement durable et puis donne aussi les moyens. Vous avez le comité technique avec les experts dans l'entreprise qui peuvent vous accompagner dans votre démarche. Mais le plus important, et le sujet du jour, c'est le comité des parties prenantes, qui joue un rôle hyper important. Et leur responsabilité, c'est de nourrir la démarche, c'est d'apporter des éléments nouveaux, parce que ça regroupe les attentes des parties prenantes, les enjeux et votre stratégie. Ici, vous avez un exemple pour construire votre matrice de matérialité, de recensement, des attentes des parties prenantes, c'est pas compliqué. Vous prenez la partie prenante identifiée, hiérarchisée, après votre étude de diagnostic RSE, et ensuite vous interrogez simplement sur les attentes économiques, environnementales et sociales pour recueillir les attentes des parties prenantes. Je vais m'arrêter ici sur les communautés locales, parce que c'est très important dans l'agro-industrie. On voit la pérennité de l'entreprise au niveau économique, parce qu'il y a des emplois qu'on distribue aux communautés locales, mais faire attention, pas donner tous les emplois, sinon après vous êtes en otage, comme j'ai déjà connu. Au niveau environnemental, c'est travailler ensemble, donc réduire les nuisances, et puis surtout l'information, la transparence, ça c'est très important. Dans votre gouvernance avec les parties prenantes, il faut savoir communiquer sur ce que vous faites, parce que si vous mettez un mur, surtout en Afrique, eh bien, on vous empêche de travailler. Et enfin, sur les attentes sociales, bien entendu, on parle ici de participation à la vie locale, comment est-ce qu'on peut être un acteur pour favoriser l'ancrage territorial. Alors, ça, c'est des outils. De toute façon, la présentation, vous pourrez la télécharger. C'est juste pour vous permettre de réaliser une matrice de matérialité en situant la partie prenante ou le groupe de parties prenantes à travers les impacts que les parties prenantes ont sur l'entreprise. Et de manière inverse, c'est le niveau de maîtrise de l'entreprise sur les enjeux. Alors, je vais m'arrêter ici parce que pour moi, ça c'est un des aspects les plus importants. Qu'est-ce qu'on peut tirer réellement du dialogue avec les parties prenantes dans l'entreprise? Le premier truc, et c'est le plus important, c'est une meilleure acceptabilité de l'activité. Parce que lorsque vous avez un ancrage territorial qui est bien marqué, la communauté locale vous accepte. Ils deviennent vos défenseurs. Pendant la crise ivoirienne, le pays était coupé en deux. Lorsque les rebelles sont descendus et qu'ils ont voulu annexer la plantation, on a été protégé par le village autour. Parce qu'ils ont dit, ça c'est ce qui nous permet de vivre. Ce sont nos partenaires. On vit grâce à eux, ils nous le rendent. Donc on se met devant et on évite que vous attaquiez les plantations et que vous détruisiez cette entreprise. Si je n'avais pas fait un bon dialogue avec les parties prenantes, ben on aurait perdu des milliards et des milliards. C'est du fait que nous ayons de bonnes relations qui a fait qu'on a préservé l'activité, continué le business, mis en place un système de gouvernance avec les forces en présence pour pouvoir continuer l'activité. Il est clair aussi qu'on réduit aussi les incompréhensions. Parce que, forcément, lorsque ils savent, connaissent votre activité et qu'ils se sentent impliqués, forcément, ils vous laissent travailler tranquille. Lorsque vous avez des résultats, ça ne sert à rien de les cacher. Il y a beaucoup d'entreprises agro-industrielles qui n'ont pas communiqué sur leurs chiffres,
sur leurs résultats. Mais c'est une erreur monumentale. De toute façon, la communauté ou les parties prenantes autour doivent savoir combien vous avez gagné, combien vous avez perdu, de sorte qu'ils puissent comprendre vos actions que vous allez déployer en conséquence. Et quand on parle de crise aussi, c'est très important, parce que lorsque le dialogue est installé avec les parties prenantes, ça vous permet d'anticiper sur les crises, ça vous permet d'anticiper sur les relations. Et donc, lorsque le chef ou le directeur de l'entreprise doit aller quelque part, il est renseigné, il sait si les villageois ne sont pas contents, il sait si là-bas il y a des jeunes avec des machettes qui l'attendent, parce qu'ils n'ont pas été contents du dernier traitement aérien qui a pollué le village. Donc, forcément, lorsque vous avez de très bonnes relations avec ces parties prenantes, ça vous permet d'anticiper et de régler les problèmes avant même que ça explose. Et donc, c'est très important dans l'agro-industrie lorsque vous devez y aller. Je terminerai avec quelques exemples de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Ici, vous avez la compagnie ivoirienne d'électricité, qui est un modèle du genre en Côte d'Ivoire en matière de gouvernance. Dans leur rapport développement durable RSE, ils affichent en premier la construction de leur engagement sur une gouvernance forte. Ils en ont fait leur priorité. C'est une entreprise triple certifiée, avec un engagement RSE, avec AFNOR, où ils ont décliné leur politique à travers les engagements, où ils précisent, je prends un exemple, la pérennisation d'une gouvernance responsable et l'éthique. Ils ont mis en place des comités contre l'éthique pour lutter contre le harcèlement sexuel et pour régler les problèmes internes. Ils ont même mis en place un comité qui permet au travailleur qui a été renvoyé de pouvoir se défendre devant une commission pour lui donner une deuxième chance pour qu'il puisse sauver son emploi par rapport à la décision qui a été prise. C'est des choses qui sont faites dans cette compagnie qui est une des plus importantes en Côte d'Ivoire. Au niveau du groupe SIFCA, on a mis en place ce qu'on appelle le comité de liaison. Ce matin, on en parlait. Ce comité de liaison, c'est quoi? C'est le comité que vous allez mettre en place pour installer le dialogue avec la communauté pour que vous viviez en parfaite intelligence et harmonie avec la communauté locale ou la partie prenante autour de vous. Et des fois, on vous envoie des jeunes consultants qui viennent, qui ne connaissent pas la culture africaine, qui ne connaissent pas les réalités locales. Anecdote. Au moment que j'étais en train de construire ma démarche de développement durable RSE, je devais mettre en place donc le comité pour me réunir avec les villageois pour discuter du développement du village. J'arrive dans le village, donc j'applique ce qu'on m'a appris, toutes les parties prenantes importantes. Les femmes, les jeunes, parce que c'est eux qui prennent la machette pour bloquer le travail. Il y a le chef du village, le chef de terre, je prends le sorcier du village, je prends les élus, députés, je prends le maire et tout. Et je commence ma réunion. Voilà. Les hommes arrivent et disent, monsieur, ici, là, dans notre région, là, les femmes ne peuvent pas rentrer ici pour décider de l'avenir du village. Donc si vous voulez faire votre concertation, les femmes, dehors. Je fais quoi? Je suis directeur de développement durable, j'ai regardé ISO 26 000, on me parle de genre, on me parle d'égalité, on me parle d'équité. Je fais quoi? Je vais appeler pour savoir comment je fais. Je suis pressé parce qu'il y a la réalité locale qui m'impose ça. Il faut être malin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les femmes, malheureusement, sortent. Et quand j'ai fini, je suis allé voir le chef du village, je dis, bon chef, on a fini avec vous. S'il te plaît, laisse-moi discuter un peu avec les femmes. Je vais les aider aussi. Et il m'a laissé. Et je suis allé voir les femmes. J'ai discuté avec elles. Elles m'ont donné leur doléance, leur projet de développement. Et j'ai regardé comment les aider. Et j'ai pu les aider. Donc je m'en suis bien tiré quand même, mais avec 2 réunions. Voilà, ça c'est les réalités. C'est pour ça que ces comités de liaison, il faut faire attention. Donc il y a les responsables de l'entreprise. Dans les villages, dans le cas de ce village, il y a le chef du village, le chef de terre, les notables, les jeunes, les femmes, les autorités. Et puis, lorsque vous discutez des projets, bien entendu, les projets que vous allez mettre en place doivent être en accord avec votre stratégie. Parce qu'il ne faut pas répondre du tic au tac en disant on veut de l'eau, on donne de l'eau. Non, ça doit répondre à vos axes stratégiques dans votre démarche RSE et en même temps pour répondre aussi aux attentes prioritaires des communautés. Et surtout leur faire comprendre que vous n'êtes pas l'État, vous ne pouvez pas remplacer l'État. Parce qu'ils attendent tout de vous
Et là, je pose le problème, mais ça peut être l'occasion d'un futur séminaire. Quelle est la limite de la RSE? Est-ce que les entreprises doivent remplacer l'État? Ou comment appliquer la RSE dans des pays à faible gouvernance? Ça, c'est une réalité. Les pays où le préfet vient et puis dit oui, l'essence, c'est toi qui payes. Il mange dans votre main. Vous êtes quoi? Vous êtes fiers? Comment faire la RSE dans ces conditions difficiles, qui sont les réalités africaines? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc ça peut être l'objet de d'autres discussions. La gouvernance, faible gouvernance et RSE, limite de la RSE. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a des fois, on a des problèmes, on ne sait plus comment faire. On ne peut pas supporter la misère de tout le village, mais on doit le faire en partie. Parce que le business doit tourner et tout le monde doit être content. Et en attendant, l'État est là, l'État fait rien. Alors, un autre exemple de gestion des instances développement durable, ça c'est le groupe CIFCA, avec une démarche de groupe dans 10 filiales et dans 4 pays. Donc il y avait ce qu'on appelle le comité de pilotage qui réunissait donc les dirigeants du groupe avec un monitoring. Et dans ce comité, vous aviez les DG de toutes les filiales, vous aviez le responsable ou le directeur développement durable, et des fois vous prenez les chefs de projet que vous associez. Donc ça fait partie du comité de pilotage des CIFCA. C'est la gouvernance, c'est un peu l'organe de direction pour gérer la démarche RSE. Ensuite, en dessous... Aujourd'hui, l'eau est une denrée qui se raréfie à une vitesse extraordinaire. Et là-dessus, on a par exemple mis en place, puisque dans nos parcs d'exploitation, on fait emploi de beaucoup d'eau. On lave nos camions à chaque entrée et sortie du service. Et là-dessus, on avait, et je l'admets, on avait nos équipes qui faisaient usage d'eau à foison sans forcément être dans une logique d'intégrer que c'est une ressource limitée et qu'il faut en faire une consommation sobre. Et donc là-dessus, on a mis en place des systèmes de dosage pour avoir, donc pour une quantité de produits chimiques, il y a un montant d'eau, enfin une quantité d'eau qui ressort, et donc là-dessus on est au moins certain que sur la conteneurisation, donc le seau qu'ils utilisent, ils vont avoir une quantité d'eau qui est limitée. Pour ce qui est de la consommation en gasoil, je vais vous parler d'un projet qu'on a décidé de mettre en place sur la ville de Casablanca, qui était un projet quand même assez important. C'est sur les déchets verts, puisqu'on fait la collecte des déchets organiques, également des déchets gravats et des déchets verts. Sur les déchets verts, il faut savoir quelles sont les spécificités de ce type de déchet. C'est un déchet qui est très dense, mais très léger. Ce qui fait que vous allez avoir des tas d'allers-retours que vous allez réaliser entre le point de collecte et la décharge pour pouvoir évacuer toute la zone. Et quand on voit Casa Anfa, qui est la zone avec la plus grande concentration de déchets verts au Maroc, on parle de 50 tonnes jour de déchets verts. Donc vous imaginez le nombre de circuits qui sont réalisés. Donc on a cherché, et bien sûr en s'inspirant des modèles européens et même occidentaux de manière générale, on a effectivement réalisé un investissement qui est un broyeur qu'on a installé, un énorme broyeur qu'on a installé dans le parc d'exploitation. Et l'idée, c'est plutôt que d'aller jusqu'à la décharge qui représente 50 km, on va à 2 km au parc d'exploitation, on place des déchets verts là-dedans, on les broie de sorte à gagner de l'espace dans le caisson et de fait, on réalise moins d'allers-retours. C'est des exemples qui peuvent paraître ponctuels, ou ça peut paraître un petit peu ici et là, mais en réalité additionnés. Ça fait qu'on réduit largement notre empreinte carbone. Pour rebondir, je pense, et pour terminer, parce que je ne vais pas non plus accaparer la parole trop longtemps, sur ce que vous disiez tout à l'heure, il est absolument crucial de toujours tenir compte des spécificités locales. Là-dessus, on se fait beaucoup interpeller en tant que société de collecte et de gestion des déchets sur parfois l'état de propreté. Alors oui, on peut voir un état dégradé dans les rues parfois, on peut trouver un bac débordant, on peut trouver un point noir.
Il faut savoir qu'on fait un effort de sensibilisation et de formation qui est vraiment très très important. On fait du porte-à-porte pour aller rencontrer les citoyens, pour les sensibiliser sur les horaires de collecte. Parce qu'un camion qui passe à 21h, bah, il est passé, si on sort ses déchets à 22h, c'est là jusqu'au lendemain s'il n'y a pas de repasse. Donc il faut être sensible à ces éléments-là. Et là-dessus, on travaille bien sûr, et les efforts sont également déployés du côté des autorités locales pour sensibiliser les citoyens. Et c'est une affaire qui nous concerne tous. Les déchets, nous les produisons. J'ai pas parlé d'économie circulaire, mais l'idée c'est aussi de pouvoir jeter le moins possible, recycler même à son échelle personnelle. Et voilà, je voudrais terminer simplement en disant que c'est une affaire qui nous concerne tous. Et à ce titre, il faudrait que tous, au moment où on sort nos déchets, au moment où on jette dans les poubelles, etc., être conscient de toute la trame derrière et de tout ce qui peut se passer si on ne se conforme pas avec les règles qui nous permettent d'avoir un état de propreté satisfaisant dans nos villes. Merci Madame Marie pour cette intervention très riche et très intéressante. On se rend compte par la suite du travail effectué par les sociétés qui s'occupent justement de faire cette collecte et ce ramassage des ordures. C'est tout un travail, donc tout doit être organisé, bien planifié, et derrière toute une organisation pour pouvoir atteindre les objectifs en matière de propreté et de protection de l'environnement. Alors sans plus tarder, donc on va voir l'université. Alors avec nous, nous avons Fatma Aït-Mous qui est de formation sociologue, formation de base, et vous avez été, je dirais, missionné auprès du président pour le développement de la recherche dans le domaine des sciences humaines. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait d'une manière générale au niveau académique et surtout au niveau de Casablanca pour intégrer les concepts du développement durable et les pratiques que vous avez actuellement au niveau de l'université et que vous êtes en train de mettre en place aussi? D'abord, permettez-moi moi aussi d'exprimer ma joie et tous mes remerciements d'être parmi vous. Je rappelle que je remplace mon collègue professeur Khedalki, le vice-président, parce qu'il n'a pas pu être avec nous. Nous avons préparé tous les deux la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord c'est-à-dire souligner l'importance de ce genre d'espace de débat, de dialogue, de décloisonnement, c'est-à-dire pas uniquement entre disciplines, mais aussi entre l'université, l'entreprise, les collectivités locales, on en a parlé ce matin, la société civile. Je pense qu'on en a besoin pour clarifier les concepts, pour dire justement c'est quoi les parties prenantes chez vous, dans l'université, etc. Donc je pense que c'est très important en termes de conceptualisation et aussi en termes de qu'est-ce qu'on veut en termes d'impact. On a parlé ce matin d'évaluation, donc je pense que c'est vraiment un bon espace d'interlocution dialogique, comme on dit dans mon langage de sociologie. Donc au niveau de l'université, il y a un autre concept qui a émergé, et mon collègue professeur Ibn Rissoul a beaucoup travaillé sur le sujet, c'est la responsabilité sociale de l'université, RSU. Donc là aussi c'est un concept qui est très nouveau au Maroc, qui n'a pas encore été, on va dire, implémenté dans les pratiques universitaires, mais dans la recherche, je pense qu'il y a une réflexion autour de ça. Par rapport à la question de la bonne gouvernance et comment on va dire, les responsables de notre université réfléchissent sur ça, donc je pense que le fait que notre université soit partie prenante de cet événement est déjà un gage d'engagement de notre part, de faire un diagnostic sur ce que nous avons fait, mais surtout de voir comment on peut aller de l'avant à partir de là. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une charte
qui a été élaboré, je pense depuis 2018-2019, je crois, qui continue, dont les principaux axes que je vais présenter sont reconduits dans le projet de développement de l'université actuelle. La charte, ça s'appelle la charte de responsabilité sociétale et développement durable. Dans la conception qui a été faite, on a associé justement donc, les ODD avec la responsabilité sociétale de l'université. Et là aussi, voilà, ça nous interpelle, qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas. Ce document donc, de référence, il définit la vision stratégique de notre université, son ancrage et ses responsabilités territoriales et citoyennes, parce que nous sommes situés, ancrés dans le Grand Casablanca, et notre université se définit un peu en tant qu'un lieu de production du savoir qui aide aussi bien les acteurs du Grand Casablanca. Et donc il y a beaucoup d'interactions entre les deux, entre les acteurs de Casablanca et l'université en termes de formation. Je pense que monsieur le doyen en a parlé ce matin. Il y a de plus en plus de modules, de filières, d'innovation vraiment en termes de responsabilité sociale, en termes de développement durable, etc. Et de l'autre côté, ces parties prenantes, on va dire, sollicitent de plus en plus l'université en termes d'expertise pour donner de l'expertise, de produire du savoir et aider à réfléchir sur les enjeux sociétaux. Ma collègue qui est partie a parlé beaucoup de l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup nos étudiants, et même dans les PFE, en sociologie que j'encadre, ils travaillent beaucoup, par exemple, sur d'autres manières d'étudier, justement. Par exemple, ce qu'on appelle chez nous les bohara, donc ceux qui ramassent les poubelles. C'est un métier qui est en disparition, mais c'est un métier qui permet à ces gens de faire le tri. Et c'est vraiment, ils ont une pratique intéressante à observer. Voilà comment on peut observer ce genre de pratique qui nous aide à aller vers de la protection. Donc, je reviens à cette charte et aux principaux axes qu'elle définit, des engagements stratégiques. D'abord, une gouvernance participative qui est vraiment dans ce qu'on appelle la co-construction, avec les différentes parties prenantes. Là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que les parties prenantes dans notre cas? La co-construction, c'est-à-dire on construit ensemble avec les différents, d'abord les principaux acteurs à l'intérieur du campus universitaire qui sont l'étudiant, le personnel administratif et l'enseignant-chercheur, plus le top management, mais c'est tous les autres parties prenantes dont j'ai parlé, c'est les acteurs de l'écosystème dans notre université. Et donc on ne peut pas, justement, même la charge, elle est dans cet esprit de toujours privilégier cette approche de co-construction. Il y a aussi ça a été investi, on a beaucoup investi tout ce qui est digitalisation et numérisation. Donc on utilise beaucoup de plateformes déjà avant le confinement, mais on a beaucoup plus pratiqué l'enseignement et l'usage des plateformes en termes de langue, mais là on voit beaucoup plus des langues, mais aussi les soft skills dans la prochaine réforme. On a aussi, ça a été aussi rappelé ce matin par monsieur le doyen, professeur Comat, l'innovation en termes de formation, donc les filières qu'on propose, etc., mais aussi en termes de recherche, parce que, comme j'ai dit, on produit du savoir et de l'intelligibilité dans toutes les sciences. Et ça, je pense que c'est très important. Et ça, comme j'ai dit, c'est important pour notre ancrage territorial en tant qu'université dans le Grand Casablanca. Un chantier qui est très important pour nous, c'est l'inclusion donc de l'université dans son écosystème, mais surtout l'inclusion des étudiants de différentes catégories sociales des étudiants. Par exemple, je vais vous donner quelques chiffres. L'objectif, c'est l'encouragement, la valorisation des initiatives qui renforcent la mixité sociale, l'égalité des chances, l'inclusion, la valorisation du capital humain, le développement de la vie estudiantine par des activités para-universitaires pour que l'université devienne une communauté, une sorte d'espace safe dans lequel tous les étudiants de toutes les couches sociales, y compris les étudiants internationaux, se sentent à l'aise et produisent et vivent en communauté citoyenne.
Nous avons un espace qui est essentiellement dédié au quatrième axe, qui est l'insertion et l'entrepreneuriat, qui est dans Maparoté. Donc là, c'est un espace vraiment qui s'intéresse à former, à encourager la culture entrepreneuriale, l'insertion professionnelle des lauréats, à travers le renforcement de qualité de la formation, valorisation de leurs compétences sur le marché du travail, un suivi d'évolution de carrière, etc. Vraiment avec des programmes SALEM, etc. Donc je ne vais pas entrer dans toutes ces actions. L'internationalisation, j'ai parlé brièvement des étudiants internationaux. Donc je pense que l'internationalisation, elle passe par ce que apportent ces internationaux à nos propres étudiants en termes d'interculturalité, d'altérité, du respect de la diversité, etc. Donc je pense que c'est très important pour tisser cette sociabilité citoyenne que nous recherchons dans nos campus, mais aussi l'apprentissage des langues. Puisque nous sommes dans des facultés des lettres et des sciences humaines, donc on a toutes les langues internationales, et on a aussi intégré la filière des études amazigh, qui est aussi très importante pour justement intégrer aussi les autres, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les cultures du Maroc. Donc voilà un peu grosso modo les différents axes stratégiques de cette charte. En parallèle, il y a une autre charte, on a parlé beaucoup ce matin de l'égalité des genres, de parité. Nous sommes en train de finaliser aussi une charte parité au niveau de l'université qui a été aussi élaborée dans la même perspective de co-construction. Donc cette charte, elle est, comme j'ai dit, c'est un document de référence qui trace donc une vision, mais nous ne sommes pas allés encore dans ce que vous disiez, monsieur, en termes de plan d'implantation. Donc, ça, justement, c'est ce que je disais, c'est des ambitions sur lesquelles nous travaillons. Je vous donne très brièvement quelques exemples sur un aspect, c'est celui de l'inclusion, donc la vie universitaire inclusive chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'université, comme j'ai dit, c'est un espace citoyen safe pour tous, un lieu de vie, de socialisation qui favorise l'inclusion et l'émancipation de tout le monde, de tous. Et donc elle passe par l'inclusion des personnes en situation d'handicap, l'inclusion des étudiants internationaux, l'inclusion aussi des étudiants des institutions pénitentiaires, avec lesquelles nous avons aussi beaucoup de conventions. Qu'est-ce que j'ai remarqué, rien qu'en termes de données, de chiffres, là aussi c'est important, on ne peut pas faire de plan si nous n'avons pas de données, c'est que nous manquons de données. Par exemple, j'ai essayé d'avoir le nombre d'étudiants, de personnel en situation de handicap dans nos établissements, et on n'a pas assez d'informations. Par exemple, je trouve sur l'handicap des types d'handicap, et puis je trouve, donc c'est pas assez nombreux, mais je trouve le chiffre le plus grand, c'est autre, avec 820 sur 1200. C'est important pour moi ce chiffre, donc, mais il n'est pas décliné, je ne sais pas de quel type. Donc c'est aussi, ça a été dit ce matin, c'est important que dans nos pratiques, on sensibilise aussi nos personnels administratifs, et aussi les étudiants, les enseignants et tout le monde, pour produire des données pertinentes qui puissent par la suite aider à faire un diagnostic de ce que nous avons, de ce qui manque. Donc en termes de production de données, donc nous avons vraiment, ça nous interpelle. Nous misons sur l'accessibilité, la généralisation de l'accessibilité, toujours pour les étudiants en situation de handicap. Nous sommes presque, on va dire, tous les établissements, nous avons donc, ils sont équipés d'accessibilité physique. J'ai parlé aussi de la digitalisation, donc nous sommes aussi dans ce chantier des plateformes numériques et des nouvelles technologies, avec beaucoup d'applications de plateformes pour les malvoyants, les non-voyants aussi, c'est très important pour nous. Donc chaque établissement, ce que nous avons aussi remarqué, comme j'ai dit, comme on n'a pas eu un plan d'implantation réfléchi avec tous les établissements, chaque établissement prend en charge quelque chose, fait une initiative, fait une action, mais elles sont éparpillées, elles sont très importantes. Et il y a tout le monde qui est impliqué, notamment les étudiants, les clubs des étudiants, je n'ai pas le temps de le développer, mais ils sont éparpillés, ne sont pas visibles, et donc nous manquons d'une démarche globale qui puisse justement un peu interpréter tout cela. Par la suite, notre ambition, les perspectives, justement, c'est pour ça que je dis c'est très bien ce dialogue, c'est là aussi
comment mesurer tout ça? Donc, quels sont justement voilà, les indicateurs sur lesquels, nous, en tant qu'université, pas en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je veux mesurer et comment le mesurer? Et là aussi, donc, je reviens à cette question de la production des données qui soit adéquate par rapport à ce que nous voulons mesurer. Donc voilà. Ça a été dit ce matin, je pense que c'est une idée très très importante, c'est ces questions de sensibilisation à toutes ces problématiques. Elles ne passent pas par des actions ponctuelles, une fois, one shot, comme on dit. Non, il faut de la répétition. Et à chaque fois, donc répéter, parce que l'université aussi, c'est un espace vivant, donc il y a beaucoup de circulation des étudiants, etc. Donc on a besoin de chaque fois répéter pour tous ces parties prenantes internes. Donc comme j'ai dit, perspective, c'est finaliser donc, la charte de parité et réfléchir sur une approche globale pour mieux raisonner et définir ce que nous voulons en termes de RSU. Et là, je compte sur mon collègue, cher Ibn Rissoul, pour cela. Ce que je disais, c'est que chaque établissement a déjà initié, ou ils ont déjà beaucoup de réalisations. Monsieur le doyen qui était là ce matin, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un truc juridique, une clinique juridique, en lien droit et migration, notamment des migrants. Et c'est très important parce qu'il y a des formations, il y a de la sensibilisation, il y a un accompagnement aussi pour tout ce qui est procédure de comment avoir les documents officiels, carte de résidence, etc. Donc ça c'est un exemple. Dans mon campus à moi, la faculté des lettres d'Ain Choc, nous avons un espace de spéléologie, nous avons un musée, nous avons un studio, donc il y a beaucoup d'espace. Nous avons une femme médecin, je pense vraiment elle est là tout le temps, elle est au service des étudiants et du personnel, etc. Donc chaque espace, comme vous dites si bien, est particulier. Il a déjà initié, il est déjà dans une perspective peut-être. Je ne suis pas sûre s'ils sont conscients qu'ils font de la RSU ou RSE, ou comment ils nomment ce qu'ils font. D'accord ? Donc ça aussi c'est quelque chose. Vraiment, on est dans une première phase de comment identifier ce que nous avons déjà par établissement, comment l'interpréter et comment justement tous ceux qui sont impliqués, qu'ils soient personnel administratif ou étudiants ou enseignants, qualifient ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils espèrent, qu'est-ce qu'ils souhaitent, etc. Donc c'est vraiment un chantier, vraiment le mot chantier, il est pour caractériser ce que nous sommes en train de faire. Et justement, c'est ça aussi l'objectif, c'est qu'à l'aune de ça, on redéfinit la charte, parce que sinon on va être dans le top-down, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de co-construire, justement c'était ce que j'ai en train d'expliquer, avec toutes les parties prenantes de notre université. Mais c'est un challenge, et c'est pour ça que Ibn Rissoul, mon collègue, lui il a déjà réfléchi sur la RSU, et nous allons travailler ensemble sur ce chantier. Je voudrais corriger quelque chose. J'ai oublié de féliciter mon frère, de remercier de m'avoir invité, de remercier RSO Maroc. On s'était vu avant le Covid, et Dieu merci, on se revoit aujourd'hui, avec quelques années d'écart. Merci beaucoup de m'associer à ça, et je suis très édifié par les avancées au Maroc. Je vois que ça bouge beaucoup, et ça se voit aussi en Afrique subsaharienne. Les investissements marocains sont très importants, et voilà, merci beaucoup. Alors le rôle de l'État, effectivement, en matière de RSE, il est capital. Et c'est un peu le problème de nos dirigeants en Afrique. Souvent on a des ministères de développement durable et RSE, mais malheureusement ils ne sont pas des exemples. Je pense que pour que l'État joue son rôle plein, il faut que l'État soit un exemple et que l'État oblige toutes ces agences, ces directions de tutelle à s'engager dans des démarches de développement durable et RSE. Parce que le soir, quand vous passez dans les rues, vous voyez les lumières allumées dans les ministères, avouez que ce n'est pas l'exemple qu'on donne. Donc, dans un premier temps, l'État devrait montrer l'exemple.
l'État devrait mettre en place des démarches RSE dans les ministères, dans toutes les institutions de l'État. Et ainsi, ça inciterait le privé à suivre, ça inciterait la population à suivre, parce que la RSE, elle s'applique à toute organisation de toute taille. Donc, à ce niveau-là, l'État joue un rôle d'orchestre, de moteur. Et l'État aussi doit mettre en place des mesures incitatives pour favoriser la mise en place de démarches RSE, notamment la défiscalisation en matière sur par exemple l'énergie solaire, sur le matériel importé, défiscalisé. Il faudrait aussi défiscaliser au niveau de l'embauche pour favoriser l'embauche des jeunes. Les entreprises qui embauchent des jeunes, par exemple, sont défiscalisées. Il faudrait aussi défiscaliser pour toutes les actions des entreprises, lorsque les entreprises soutiennent des actions de développement, notamment liées à la culture, le sport, tous ces axes, que l'État puisse défiscaliser jusqu'à un certain plafond, pour ne pas que les entreprises aussi exagèrent, pour placer tout l'argent là-bas et chercher à défiscaliser de manière plus ou moins greenwashing. Donc, toutes ces mesures incitatives vont pousser les entreprises au fur et à mesure à s'engager dans la RSE, mais ça ne doit pas être une obligation. Il faut que ce soit une volontaire, ça reste volontaire, de sorte que voilà. Mais ce qui est important, c'est que la RSE, ce qui me plaît dedans, personnellement, c'est que tu avances à ton rythme. Ce n'est pas comme une norme où tu es obligé d'être conforme à toutes les exigences pour avoir ta reconnaissance, ta certification. La RSE, tu avances, vous avancez en fonction de votre budget, en fonction de vos moyens. Mais ce qui est important, c'est que chaque année, il faut faire quelque chose. Il faut avancer. La roue sur la colline, elle doit avancer. Même si la cale elle est petite, c'est pas grave. Mais vous avancez à votre niveau, et même si on se plaint, vous dites, mais moi, au moins, je fais quelque chose. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Maintenant, quant à... C'est ce que tu disais tout à l'heure, avec la volonté. La volonté. C'est la volonté qui prime. Puis maintenant, le rythme, ça peut être un rythme soutenu, comme ça peut être un rythme... Exactement. Et puis les priorités, parce que je le disais tout à l'heure, je discutais avec certains amis ici, comment appliquer la RSE dans des pays où les gens ne mangent pas à leur faim. Le gars, il n'arrive pas à savoir s'il va manger dans la journée. Toi, tu viens, tu lui parles de préserver l'écureuil qui se balade dans la ville. Il va te regarder, il va te dire, mais oh, il y a un problème. Donc, il y a des priorités, il y a des réalités, il faut en tenir compte. Alors, deuxième question, c'est une contribution, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte le contexte local entièrement. Mais juste une petite correction. Le développement durable, c'est quoi? Dans un premier temps, vous respectez les règles locales. Mais lorsque vous respectez les règles locales, ce n'est pas du développement durable, ce n'est pas la RSE. Non. Le respect des règles, ce n'est pas la RSE. C'est une obligation. Donc beaucoup d'entreprises se disent, ah, moi je respecte les règles, donc je fais la RSE. Non. La RSE, c'est lorsque lorsque vous dépassez ces règles, que vous allez au-delà des standards. Et c'est là que vous êtes vraiment dans la RSE, au développement durable.